toujours suite à la correction des examens du baccalauréat proposés durant les années 2016 à 2019. On est toujours dans les exercices concernant la première unité, la consommation de la matière organique et flux de l'énergie, donc les examens de 2016 à 2022. On a déjà vu les sessions 2016, 2017, 2018 et maintenant on va voir les sessions 2019. Donc voilà le sujet concernant la session normale 2019 pour les SVT. Donc si on entame la correction lors d'un exercice bref et intense comme le sprint, la puissance musculaire développée est très importante. De ce fait, la régénération d'ATP dépend d'un ensemble de réactions métaboliques. Afin de comprendre la relation entre ces réactions et l'approvisionnement de l'organisme en énergie, chez un sprinter, on propose les données suivantes. Alors, on va marquer ici, on va donner le sujet à traiter, c'est-à-dire on va chercher quelles sont, bien sûr, les réactions d'approvisionnement ou de régénération de l'ATP au cours d'un exercice bref et intense. Donc, lorsque vous lisez le texte de l'exercice, bien sûr, vous soulignez les termes importants de l'exercice. Alors, les données suivantes. Première donnée, on a mesuré la variation de la concentration d'ATP, de phosphocréatine au niveau du muscle et la concentration d'acide lactique dans le sang d'un sprinter au cours d'un échauffement et d'une course de 10 secondes environ. Le document 1 présente les résultats obtenus. D'ailleurs, vous savez que la régénération de l'ATP se produit bien sûr de différentes manières, soit en milieu aérobie, soit en milieu anaérobie, c'est-à-dire les réactions aérobiques et les réactions anaérobiques. Là, on vous donne la concentration concernant l'ATP, en sachant que les muscles utilisent l'ATP pour leur contraction. Là, on vous donne la phosphocréatine, qui est une source utilisée pour la régénération de l'ATP. Et bien sûr, ici, on vous donne la concentration de l'acide lactique, qui est le produit de la fermentation lactique. Donc ça, ce sont des informations que vous devez bien sûr savoir. Alors, d'après le graphe qu'on a ici, on a deux axes. On a l'axe concentration de la phosphocréatine et d'ATP. Et là, on a la concentration d'acide lactique. L'ATP en tireté, l'acide lactique en pointillé et la phosphocréatine en très plein. Alors, on vous demande d'écrire la variation de la concentration d'ATP, de la phosphocréatine et d'acide lactique chez le sprinter, document 1, puis proposer une explication concernant l'origine d'ATP lors de cet exercice. Donc vous voyez ici, on vous donne ici, premièrement, l'échauffement, et là, on vous donne la course qui a duré à peu près 10 secondes. Donc, au cours de l'échauffement, qu'est-ce qu'on peut constater? Que la phosphocréatine, la concentration de la phosphocréatine diminue. Et au cours de la course, elle continue à diminuer de façon plus ou moins lente. Par contre, pour l'ATP, l'ATP a été utilisé durant l'échauffement et bien sûr durant la course, mais il devient de plus en plus constant. Alors que l'acide lactique, il augmente lentement au cours de l'échauffement, mais rapidement durant la course. Donc c'est ça qu'on me demande de décrire. Proposer une explication concernant l'origine de l'ATP. C'est-à-dire que puisque l'acide lactique augmente, ça veut dire qu'il y a fermentation lactique. Donc comme source d'énergie utilisée par le muscle, on peut supposer que ce sont les réactions aérobiques, c'est-à-dire la fermentation lactique, et aussi l'utilisation de la phosphocréatine. Donc comme réponse, pour la description, pour la phosphocréatine, au cours des échauffements, sa concentration a diminué considérablement, de 22 mmol à 10 mmol. Donc vous utilisez les données qu'on vous donne ici. Cette diminution se poursuit durant la course pour atteindre 4 mmol à la fin de la course. Pour l'ATP, au cours de l'échauffement, la concentration d'ATP diminue légèrement de 6 mol à 5 mol par litre, alors que pendant la course, elle diminue et atteint 4 mmol par litre, où elle reste presque constante. Alors que l'acide lactique, au cours de l'échauffement, sa concentration a augmenté légèrement de 1,5 à 2 mmol par litre, puis il augmente considérablement durant la course pour atteindre 8 mmol.
à la fin de la course. Ça, c'est la description. Pour l'explication, on peut expliquer l'origine de l'ATP. Bien qu'il soit consommé pendant la course, la concentration de l'ATP reste presque constante. Ceci est dû à sa régénération, c'est-à-dire son renouvellement, par l'hydrolyse de la phosphocréatine, c'est-à-dire il utilise la phosphocréatine, et de la fermentation lactique au niveau des fibres musculaires, bien sûr. Deuxième donnée, on a mesuré chez un sportif l'évolution du taux de phosphocréatine dans des biopsies musculaires prélevées au repos et après 45 secondes d'un exercice menant à l'épuisement post-exercice, c'est-à-dire après l'exercice, et après 60 secondes de récupération. Le document 2 présente les résultats obtenus. Donc, vous voyez ici le document. Il présente le taux de la phosphocréatine en fonction de l'état du sprinter ou du sportif, c'est-à-dire l'état de repos, l'état post-exercice et un état de 60 secondes après récupération. Sachant que la récupération se fait grâce à l'apport de dioxygène par le sang. Donc, vous voyez ici, on vous donne déjà une information. C'est-à-dire que la récupération se fait grâce à l'apport en dioxygène. Donc là, on fait entrer les réactions de la respiration. Proposer une hypothèse expliquant l'évolution de la phosphocréatine après 60 secondes de récupération, d'après le document numéro 2. Donc si on prend le document 2, on voit ici la phosphocréatine a une valeur de 85, à peu près 85%. Mais après, on constate ça à l'état de repos. Mais lorsqu'on fait un exercice, vous voyez, il va diminuer. Mais après l'arrêt de l'exercice en état de se reposer et de récupération, vous voyez qu'après 60 secondes, elle augmente. Donc lorsque on a terminé l'exercice, on a bien sûr la respiration qui est forte. Donc il y a présence d'oxygène. Et la présence d'oxygène, bien sûr, aide à la récupération et bien sûr à fournir plus d'ATP. On va donc ici proposer une hypothèse expliquant l'évolution de la phosphocréatine après 60 secondes de récupération. Donc proposer une hypothèse. Donc l'hypothèse, bien sûr, elle peut être qu'il y a une relation entre la phosphocréatine et la respiration, c'est-à-dire la présence de dioxygène. Donc on accepte toute hypothèse correcte qui met en relation la phosphocréatine et la respiration cellulaire. Vous voyez, donc on vous donne déjà ici l'information. On constate, d'après le document, que la concentration de la créatine diminue au cours d'un exercice musculaire et augmente après l'exercice, ce qui laisse supposer qu'il y a renouvellement de la créatine, et ceci grâce aux réactions de la respiration cellulaire, qui ont lieu bien sûr au moment de la récupération. Donc c'est ça l'hypothèse qu'on peut supposer, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre la phosphocréatine et la respiration cellulaire. Troisième donnée. Afin de vérifier l'hypothèse, on propose les données ou les documents 3 et 4. Le document 3 présente les résultats de suivi de la concentration des trois composés phosphatés chez un sportif, la phosphocréatine, l'ATP et le phosphate inorganique PI, avant un effort physique, lors d'un effort physique de courte durée et après récupération. Le document 4 explique la relation entre l'ATP et la phosphocréatine. Troisième question qu'on vous donne, quelles sont les informations à dégager du tableau du document? Donc vous allez utiliser seulement les informations données par ce document. Donc qu'est-ce qu'on peut dégager? On voit ici le PI, phosphate inorganique, là l'ATP et là la phosphocréatine, avant l'effort, pendant l'effort et après récupération. Là les concentrations, on les voit ici que PI est faible, l'ATP concentration moyenne et le PCR, c'est-à-dire la phosphocréatine, elle est aux fortes concentrations. C'est la même chose qu'on voit ici après récupération. Mais pendant l'effort, le PI est très utilisé, donc sa concentration est très forte. L'ATP reste presque moyenne, ce qui veut dire qu'il y a une régénération. Et le PCR diminue, ce qui veut dire qu'il va être utilisé pour synthétiser ou fabriquer l'ATP. Donc les informations à dégager, document 3. La concentration de PI est forte. Voyez, elle est forte pendant l'effort physique et elle est faible durant les deux autres phases. La concentration de l'ATP est stable à une valeur moyenne au cours de ces trois phases, alors que la concentration de la phosphocréatine est moyenne pendant l'effort physique et elle est forte durant les deux autres. Ce qui veut dire que
le muscle utilise bien sûr la phosphocréatine à ce moment-là, en vous aidant de votre réponse à la question 3 et en exploitant les données de document 4. Document 4, vous l'avez ici, question 4. En vous aidant de votre réponse à la question 3 et en exploitant les données de document 4, établissez la relation entre les variations de ces trois composés phosphatés, PCR, c'est-à-dire phosphocréatine, ATP et PI, chez un sprinter lors de l'exercice et après récupération, puis vérifiez l'hypothèse proposée en réponse à la question numéro 2. Vous voyez ici, il y a un couplage entre les trois éléments. On a l'ADP, on a le PCR et on a le PI. Donc ça prouve qu'il y a une relation entre ces trois éléments. C'est que le muscle, il va utiliser l'ATP pour donner l'ADP, c'est-à-dire l'hydrolyse d'ATP va donner l'ATP. C'est-à-dire que le muscle, en formant l'association actomyosine, va hydrolyser l'ATP pour sa contraction pour donner l'ADP plus PI. Ce dernier s'associe à la phosphocréatine, c'est-à-dire la phosphocréatine va libérer le P, c'est-à-dire le phosphate, à l'ADP pour donner encore l'ATP et donner bien sûr la créatine. Cette créatine, elle va être utilisée par l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP pour donner de nouveau la PCR. Donc il y a une relation entre l'ATP et le PCR. Alors la relation entre les trois composés au cours de l'effort. L'hydrolyse de l'ATP en ADP et PI avec libération de l'énergie qui assure la contraction musculaire, qu'on a vu ici, ce qui explique l'augmentation de la concentration en PI. Donc le PI va augmenter. La stabilité d'ATP au cours de l'effort musculaire s'explique par sa régénération à partir de l'hydrolyse de la phosphocréatine. C'est ce qu'on a remarqué ici. Donc elle reste constante, donc il y a une régénération à partir de la phosphocréatine qui a diminué ici. Au cours de la récupération maintenant, en présence d'oxygène, l'oxydation respiratoire permet la synthèse d'une grande quantité d'ATP, c'est-à-dire la mitochondrie. La respiration va fournir beaucoup plus d'ATP, c'est-à-dire à peu près 36 à 38 ATP, et cette dernière permet la régénération de la phosphocréatine au niveau de la membrane mitochondriale. Donc ça, c'était la relation entre ces éléments. Pour vérifier notre hypothèse, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'il y a une relation entre la phosphocréatine et la respiration. Et puisque ici on a l'intervention de la mitochondrie qui intervient bien sûr dans la respiration cellulaire, ce qui prouve que notre hypothèse est juste. Donc vérification de l'hypothèse qui doit bien sûr tenir compte de la relation entre la respiration cellulaire et la régénération de la phosphocréatine. Donc ça était l'examen proposé en 2019 pour les PC. Maintenant on va voir la session normale 2019 pour les PC. Donc, comme vous voyez, dans n'importe quel exercice, on vous donne bien sûr des données, soit des tableaux, soit des graphes, soit des schémas, et bien sûr des questions que vous devez bien sûr lire et entourer les verbes d'action. Décrivez, proposez, vérifiez, vous voyez, expliquez. Donc, c'est ça les verbes que vous devez bien sûr répondre. On entame la correction. Afin d'étudier la relation entre les réactions responsables de la consommation d'oxygène et la libération d'énergie au niveau du muscle, on suggère les données suivantes. Vous voyez, c'est ça le problème de l'exercice que vous devez résoudre. C'est trouver la relation entre les réactions responsables de la consommation d'oxygène et la libération d'énergie. Or, on sait, lorsque on utilise ici l'oxygène, c'est-à-dire on parle de la respiration. Et lorsqu'on parle de respiration, on parle aussi de mitochondrie externe. Donc, première donnée, lors des compétitions dans les zones de haute altitude, les performances physiques des athlètes exerçant dans les zones de basse altitude s'affaiblissent. Afin de déterminer les causes de cette baisse de rendement physique, une étude a été réalisée pour suivre l'évolution des records du marathon en fonction de l'altitude par rapport au niveau de la mer. Le tableau document 1 montre les résultats obtenus. Et on vous demande, en vous basant sur le document 1, c'est-à-dire ce tableau-là, décrivez les variations des records enregistrés en fonction de l'altitude. On vous demande seulement de décrire. Donc, on voit ici l'altitude par rapport au niveau de la mer. Donc, lorsque l'altitude augmente, vous voyez, la pression artérielle du sang, elle, diminue, et le record enregistré, vous voyez ici, il augmente. Donc, lorsque on veut décrire les variations des records enregistrés en fonction de l'altitude, donc on voit seulement
cette ligne et cette ligne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que au fur et à mesure que l'altitude augmente, le record enregistré augmente. Voilà, c'est ça la relation qu'on vous demande de décrire. Donc, d'après le données du tableau, on constate que le record enregistré augmente au fur et à mesure que l'altitude augmente. Simple phrase à donner. Pour illustrer la relation entre l'altitude et la baisse du rendement physique des athlètes du marathon, on propose le document 2, qui présente l'effet de l'altitude sur la quantité de dioxygène qui approvisionne les cellules. Donc, vous voyez ici dans le tableau la pression artérielle en tireté au niveau de la mer et en très-plein au sommet de Everest. En vous basant sur le document 1 et 2, proposez une hypothèse pour expliquer la relation entre l'altitude et la baisse de rendement physique des athlètes du marathon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, 1, c'est la quantité d'air délivrée aux cellules au niveau de la mer, et là, bien sûr, la quantité d'oxygène délivrée aux cellules au sommet de l'Everest. Si on compare ici, là et là, on voit bien sûr, que la quantité d'oxygène délivrée aux cellules est minime aux grandes altitudes, et bien sûr, elle est plus grande au niveau de la mer. Donc, tant que l'altitude augmente, la quantité d'oxygène délivrée aux cellules diminue. Ce qui veut dire que, en grande altitude, il y a baisse de la quantité d'oxygène délivrée aux athlètes, ce qui explique bien sûr leur faible rendement. Et c'est ça bien sûr l'hypothèse qu'on peut bien sûr donner. C'est-à-dire que dans les hautes altitudes, la quantité d'oxygène délivrée aux cellules est insuffisante, ce qui provoque de la baisse du rendement physique des athlètes. Donc on peut accepter toute hypothèse reliant la baisse du rendement physique des athlètes avec la diminution de la pression artérielle d'oxygène et l'augmentation de l'altitude. Comme exemple d'hypothèse, dans les hautes altitudes, la quantité d'oxygène délivrée aux cellules est insuffisante, ce qui provoque la baisse du rendement physique des athlètes. On continue. Troisième donnée, pour déterminer le rôle du dioxygène dans les réactions respiratoires responsables de la production d'énergie cellulaire d'ATP, on réalise l'expérience suivante. Une suspension mitochondriale a été placée dans un milieu riche en dioxygène avec addition de composés réduits, les transporteurs réduits NH2, donc comme FADH2 et NADH2, ADP plus PI. Le suivi de l'évolution de la quantité de dioxygène et d'ATP dans le milieu a permis d'enregistrer les résultats représentés dans le document numéro 3, alors que le document 4 montre la chaîne respiratoire responsable de la production d'ATP au niveau de la membrane mitochondriale interne. Troisième question, en vous basant sur le document 3 et 4, montrez la relation entre le dioxygène et la production d'énergie cellulaire ATP. C'est ça ce qu'on veut démontrer depuis le début. Alors remarquez ici en pointillé et là en tireté. Donc en pointillé c'est la concentration en oxygène et en tireté c'est la concentration en ATP. Donc avant l'addition des transporteurs et l'ADP plus PI, vous voyez qu'il y a diminution de la concentration en oxygène de façon qui est lente et augmentation de celle de l'ATP de façon qui est lente. Mais lorsqu'on ajoute ces produits, les transporteurs et l'ADP plus PI, vous voyez, il y a des variations qui sont rapides. Augmentation de la fabrication d'ATP et diminution de la concentration d'oxygène. Ce qui veut dire qu'il y a une relation entre la consommation d'oxygène et la fabrication ou synthèse accrue de l'ATP. Puis, il va devenir constante, alors que l'oxygène, bien sûr, va être consommé de plus en plus. Dans le document 4, qu'est-ce qu'on peut voir? La membrane interne avec ses protéines qui constituent la chaîne respiratoire, les transporteurs d'électrons et l'ATP synthèse. On constate que le RH2, bien sûr, qui est réduit, va être réoxydé pour donner les protons vers l'espace intermembranaire et permettre le transport des électrons d'un transporteur vers l'autre, afin d'être accepté par l'oxygène pour donner bien sûr la molécule d'eau. Alors que les protons qu'on a ici, bien sûr, vont repasser vers la matrice à travers l'ATP synthèse
pour synthétiser l'ATP. Vous voyez bien sûr ici qu'on a une relation entre l'oxygène et la synthèse d'ATP. Alors, toute réponse contenant les éléments suivants sera considérée comme juste. D'après le document 3, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, après l'ajout de la RH2, c'est-à-dire le transporteur réduit, et l'ADP plus PI, on observe une diminution de la concentration en oxygène et une augmentation de la concentration en ATP dans le milieu. Donc, si vous donnez comme ces phrases, ça va être compté juste. Document 4. Au niveau de la chaîne respiratoire, il y a l'oxydation des transporteurs réduits et transfert d'électrons à travers les protéines de la membrane interne de la mitochondrie, bien sûr vers le dernier accepteur, ce qui est l'oxygène. La formation d'un gradient de protons qui est utilisé par les pédoncules sphériques pour la production d'ATP. Donc lorsqu'il y a oxydation de ces transporteurs réduits, bien sûr, il y a création d'un gradient de protons, c'est-à-dire le passage des protons vers l'espace intermembranaire. Et le reflux à travers l'ATP synthase, bien sûr, va permettre la synthèse d'ATP. La réduction du dioxygène, récepteur final des électrons. Donc en fin de compte, l'oxygène de la respiration, bien sûr, et le dernier accepteur des électrons, en plus des protons libérés ou qui sont passés, bien sûr, vont constituer la molécule d'eau. Quatrième question, en vous basant sur ce qui précède, vérifiez l'hypothèse proposée dans votre réponse à la question. Donc d'après les données qu'on a ici, bien sûr, qu'est-ce qu'on constate? Tout à l'heure, on avait parlé que dans les hautes altitudes, il y a diminution de la consommation d'oxygène. Ceci, bien sûr, va limiter la fabrication de l'ATP, ce qui explique la baisse du rendement des athlètes. Donc, il y a une relation entre l'oxygène et, bien sûr, la synthèse de l'ATP. Alors, dans les régions de montagne de haute altitude, il y a diminution de la quantité d'oxygène qui atteint les cellules du corps, limitation de la production d'ATP au niveau de la chaîne respiratoire, ce qui explique bien sûr la baisse du rendement des athlètes. Dernière donnée, pour surmonter la baisse du rendement physique des athlètes lors de la participation aux compétitions sportives dans les hautes altitudes, les préparateurs physiques des athlètes ont recours à l'entraînement dans les régions de haute altitude pendant les 3 semaines qui précèdent les compétitions. Le document 5 présente les résultats des analyses effectuées chez un athlète avant et après les entraînements dans la région de La Paz en Bolivie. On voudrait ici le tableau avant l'entraînement et après l'entraînement, concernant le nombre des globules rouges, le nombre des globules blancs et la quantité d'hémoglobine, sachant que l'hémoglobine est une protéine présente dans les globules rouges et qui joue un rôle important dans le transfert de l'oxygène aux cellules du corps. C'est-à-dire que l'oxygène qu'on a obtenu après la respiration est transporté bien sûr par les globules rouges. Donc les globules rouges ont une fonction respiratoire. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? D'ailleurs, d'après les questions qu'on vous donne. Cinquième question 5A. Comparer les variables indiquées dans le document 5 chez l'athlète avant et après l'entraînement. Donc, on n'a seulement qu'à comparer les données qu'on a ici, en donnant des phrases simples. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Avant l'entraînement et après l'entraînement. Avant l'entraînement, il y a 4, là 5, 7400, 8400, 13, 15. Donc, il y a augmentation. Donc, on peut dire que après l'entraînement, on constate qu'il y a augmentation du nombre de globules rouges, du nombre de globules blancs et ainsi la quantité d'hémoglobine. Donc par comparaison, des données du tableau entre les caractéristiques ou les variables sanguines d'un athlète avant et après l'entraînement, dans une région de haute altitude, la région de La Paz, on constate que après l'entraînement, une augmentation du nombre des globules rouges et des globules blancs, ainsi que la quantité d'hémoglobine par rapport à ceux enregistrés avant l'entraînement. Cinquième et dernière question. En vous basant sur vos connaissances et les données précédentes, expliquez l'impact de l'entraînement dans les zones de haute altitude sur le rendement physique des athlètes. Vous voyez bien sûr ici que lorsqu'on a fait un entraînement, ça fait bien sûr augmenter le nombre de globules rouges ainsi que l'hémoglobine. Et on sait que l'hémoglobine est responsable du transport de l'oxygène aux cellules du corps.
L'augmentation de la quantité d'hémoglobine donc augmente la quantité d'oxygène présentée aux cellules du corps, surtout les muscles, ce qui favorise bien sûr la respiration, ce qui donne, ce qui permet ou ce qui induit l'augmentation de la quantité d'ATP et ainsi on peut surmonter la baisse du rendement physique et augmenter ce rendement de l'athlète après cet entraînement au niveau des zones de haute altitude. Donc l'entraînement dans les régions de haute altitude permet une augmentation du nombre de globules rouges et de la quantité d'hémoglobine, un approvisionnement des cellules d'une grande quantité d'oxygène, une activation de la chaîne respiratoire et production des quantités importantes d'ATP au niveau des cellules musculaires, d'où amélioration du rendement physique des athlètes. Pour l'examen présenté à la session 2019 PC, rattrapage. Vous avez ici les données et j'espère bien que vous avez répondu aux questions proposées par cet examen et on passe à la correction. On vous donne l'ATP est un intermédiaire métabolique indispensable pour toute activité cellulaire. Les cellules vivantes régénèrent leur ATP par oxydation des molécules organiques en adoptant des voies métaboliques différentes. D'après nos connaissances, on sait que les voies de régénération de l'ATP, il y a les voies aérobiques, telles la respiration, et les voies anaérobiques, telles la fermentation, et la fermentation lactique, et bien sûr les voies anaérobiques alactiques, c'est-à-dire l'utilisation de la phosphocréatine ou l'ADP. Ça, on le sait déjà. Et c'est ça, bien sûr, le problème qu'on doit résoudre. Afin d'expliquer la différence de la taille des colonies chez deux souches de levure de boulangerie, P et G, Saccharomyces cerevisiae, et sa relation avec la voie métabolique adoptée, on propose les données suivantes. Donc c'est ça le problème qu'on doit résoudre. Expliquer la différence de la taille des colonies et sa relation avec la voie métabolique utilisée. Est-ce la respiration, c'est-à-dire les voies aérobiques, ou est-ce les voies anaérobiques? Dans deux boîtes de pétri identiques, on utilise les deux souches de levure sur un milieu gélosé, c'est-à-dire il contient du gélose qui est source de glucose, complet, contenant notamment 5% de glucose et abondamment oxygéné. Les cultures sont placées à une température constante. Le document 1 montre l'aspect des colonies des levures au début et à la fin de la culture. Vous avez ici pour la souche P et là pour la souche G. Là vous avez le début de culture et là vous avez la fin de la culture dans les deux milieux. Sachant qu'une colonie est le résultat de la multiplication des cellules. Donc ça, c'est un donné qu'on vous donne. Sachant qu'une colonie est un ensemble d'individus résultant de la multiplication cellulaire. La première question 1A. Comparer les résultats à la fin de culture, document 1, pour les deux souches de levure P et G, à la fin de culture. Qu'est-ce qu'on peut constater? Les deux ont formé des colonies. Seulement, celle-ci est petite colonie et là une grande colonie. Donc, à la fin de la culture, la souche P a formé une petite colonie ou des petites colonies, alors que la souche G a formé de fortes ou de grandes colonies. C'est ça la comparaison qu'on peut donner. Donc, d'après les résultats obtenus et par comparaison, on observe qu'il y a diminution ou il y a multiplication des deux souches P et G et formation de colonies. La taille de colonie de la souche G est plus grande que celle de la colonie de la souche P. Deuxième question 1b. Proposez une hypothèse pour expliquer la différence observée au niveau des colonies des souches P et G. C'est-à-dire comment on peut avoir ici, pour la souche P, une petite colonie, alors qu'ici, il y a une grande colonie. Là, bien sûr, on peut dire qu'il y a une multiplication qui est lente ou minime, et là, bien sûr, il y a une forte multiplication. S'il y a forte multiplication, ça veut dire que les cellules sont actives, donc il y a plus d'ATP, alors qu'ici, il y a moins d'ATP. Donc, on peut supposer que là, il y a la respiration, c'est-à-dire les voies aérobiques, et là, bien sûr, il y a les voies anaérobiques. Donc, on accepte toute hypothèse logique qui relie la taille des colonies avec la voie métabolique. Voyez? Donc, on parle de voie aérobique et voie anaérobique.
Par exemple, la souche G adopte une voie métabolique aérobie, avoir plus d'énergie, ce qui lui permet de former des colonies de grande taille, alors que la souche P adopte une voie métabolique anaérobie, peu d'énergie, c'est-à-dire qu'il fournit peu d'énergie, et par conséquent, ces colonies restent de petite taille. Deuxième donnée, pour expliquer la différence observée et sa relation avec le métabolisme cellulaire, on cultive les deux souches P et G sur un milieu gélosé dépourvu de gélose et abondamment oxygéné. Tout à l'heure, il y avait de la gélose, maintenant il n'y a pas de gélose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de source d'énergie. Placée à une température constante. Puis, on mesure la variation de la concentration de dioxygène avant et après l'ajout de la même quantité de glucose dans le milieu de culture. Les résultats obtenus sont représentés dans le document numéro 2. Une observation des deux souches de levure au microscope électronique à la fin de cette expérience a permis d'obtenir les résultats présentés dans le document numéro 3. On vous demande, en exploitant les résultats présentés par le document 2 et 3, déduisez la voie métabolique adoptée par chacune des deux souches de levure P et G. D'après le document 2, qu'est-ce qu'on peut constater? Que la concentration d'oxygène dans le milieu de culture de la souche G est là la souche P. Dans la souche G, lorsqu'on ajoute le glucose, on voit bien sûr il y a une diminution rapide de la consommation en oxygène. Par contre, dans le milieu de culture de la souche P, vous voyez bien qu'il y ait ajout de glucose, il y a une diminution minime ou faible diminution de l'oxygène. Donc ici, on n'utilise pas l'oxygène, on peut supposer qu'il y a bien sûr la fermentation, alors qu'ici il y a grande utilisation de l'oxygène, on peut supposer qu'il y a bien sûr la respiration. À partir du document 3, qu'est-ce qu'on peut voir? Pour la levure G comme cellule et P comme cellule, qu'est-ce qu'on constate? Que le nombre de mitochondries dans la cellule de levure G est environ 15 par cellule, alors que pour le P, il y a seulement 4 à 5. Donc il y a moins de mitochondries. Les mitochondries ne sont pas nombreuses chez P et nombreuses chez G. Là, l'aspect de la mitochondrie est plus grand, alors que celui-ci il est plus petit. Là, elle présente des crêtes, alors qu'ici il n'y a pas de crête, donc il prouve que les bactéries de levure G utilisent l'oxygène, donc il utilise la voie métabolique aérobique. Par contre, le levure P, peu de mitochondries, faible dimension où la mitochondrie n'est pas active, donc faible consommation d'oxygène, donc il y a la voie anaérobique. Donc pour exploiter le document 2, qu'est-ce qu'on peut voir? Pour la souche G, après l'ajout du glucose au milieu de culture, on constate une diminution de la concentration en oxygène. Vous voyez, il est très rapide. Par contre, pour la souche P, après l'ajout du glucose au milieu de culture, on constate une très faible diminution de la concentration d'oxygène. Pour le document 3, la souche G, chaque cellule possède des mitochondries très développées avec des crêtes de grande taille et nombreuses. Par contre, la souche P, les mitochondries ne sont pas développées, il n'y a pas de crête, ils sont de petite taille et ils sont bien sûr moins nombreuses. Ce qu'on peut déduire, les cellules de la souche G adoptent la voie de la respiration et les souches P adoptent la voie de la fermentation. En dernier lieu, pour comparer l'activité métabolique adoptée par chaque souche de levure, on applique le triphényltétralosium chez chaque colonie des deux souches G et P. Parallèlement, on a mesuré la quantité d'ATP produite par les souches G et P et calculé le rendement énergétique respectif pour chacune des deux souches. Le document 4 présente les résultats obtenus, alors que le document 5 représente les deux voies métaboliques utilisées par la souche P et G pour produire l'ATP. D'après ce document-là, le document 4, on a les colonies de levure de la souche G colorées en rouge, et là bien sûr, ils ne sont pas colorés en rouge. On nous donne une remarque ici.
Le triphényltétralosium est utilisé par les levures comme accepteur final des électrons de la chaîne respiratoire des mitochondries, à la place du dioxygène. Dans ces conditions, il est réduit en un composé de couleur rouge qu'on appelle le formazan. Troisième question, en utilisant les données des documents 4 et 5, expliquez la différence du rendement énergétique observé chez les deux souches P et G. Remarquez ici, il se colore en rouge, bien sûr noir, mais il se colore en rouge. S'il y a coloration en rouge, ça veut dire qu'il y a acceptation des électrons, c'est-à-dire qu'il joue le rôle de l'oxygène. Donc là, il y a bien sûr la respiration, c'est-à-dire les voies anaérobiques. Alors qu'ici, il n'y a pas de coloration en rouge, donc il n'y a pas acceptation d'oxygène, donc il n'y a pas utilisation d'oxygène, donc il n'y a pas respiration. Donc là, on a les voies anaérobiques. Ce qui montre ici le document 5, c'est que le glucose dans le cytoplasme, il va se transformer en éthanol, c'est-à-dire la fermentation alcoolique, pour donner le CO2 et l'éthanol. Donc la fermentation alcoolique se produit à l'intérieur, enfin au niveau du cytoplasme de la cellule. Alors qu'à l'intérieur de la mitochondrie, bien sûr, il y a dégradation totale de l'acide pyruvique en libérant bien sûr une grande quantité d'ATP, d'où le rendement élevé au niveau de la respiration et minime au niveau de la fermentation alcoolique. Là, on a seulement 2 ATP, mais ici, on a 36 à 38 ATP. Alors, la coloration rouge de la colonie de la souche G est due au fait que ces cellules ont réduit l'accepteur final des électrons au niveau de la chaîne respiratoire, car elle adopte la voie respiratoire puisque, par respiration, la souche G produit, à partir de l'oxydation d'une molécule de glucose, 4 ATP, 10 NADH2 et 2 FADH2. Ce qui veut dire, c'est-à-dire après la chaîne respiratoire, on va avoir 38 ATP. Là, on a 10 NADH2 fois 3, ça donne 30 ATP. Là, 2 fois 2 FADH2, ça donne 4, donc on a 34 ATP. Et plus 4 ATP libérés de façon directe, on va donner 38 ATP. Donc le rendement énergétique, il est important, à peu près 40%. Par contre, pour les colonies de la souche P, non colorées, il indique qu'ils n'ont pas réduit l'accepteur final des électrons, car ils adoptent la voie de fermentation, c'est-à-dire la voie anaérobique, la fermentation alcoolique. Par fermentation, la souche P produit à partir de l'oxydation d'une molécule de glucose 2 ATP seulement, ce qui veut dire que le bilan énergétique est seulement 2 ATP et le rendement énergétique est faible, à peu près de 2%. En mettant en lien la taille des colonies, la structure cellulaire et la voie métabolique, vérifiez votre hypothèse. On vous donne ici le bilan qu'on a utilisé bien sûr ici. Donc, en utilisant tout ça, on vous demande de vérifier votre hypothèse. Donc, on a constaté jusqu'à maintenant que la taille de la colonie est due à la présence d'une grande quantité d'ATP, donc utilisation de la voie aérobie, ce qui donne donc utilisation de la voie aérobie par les cellules de levure qui ont des mitochondries de grande taille et développées et nombreuses. Donc il y a une relation entre la taille de la colonie et bien sûr la voie métabolique utilisée, ce qui confirme l'hypothèse proposée tout à l'heure. Donc la souche G possède des mitochondries développées et nombreuses, ce qui le rend capable d'oxyder le glucose par la voie de respiration à fort rendement énergétique, ce qui lui a permis de former des colonies de grande taille. Par contre, la souche G adopte la voie de fermentation alcoolique à faible rendement énergétique pour libérer l'énergie emmagasinée dans le glucose, ce qui explique la taille petite des colonies. Alors là, je vous laisse des examens, bien sûr, proposés lors des sessions de 2020. Essayez de les résoudre pour vous préparer aux examens. Pour la session normale 2020 SVT, voilà le sujet. Donc, comme toujours, lisez le texte, entourez en rouge les verbes d'action et essayez de répondre par des phrases simples. Là, je vous laisse le rattrapage 2020 pour les SVT. Et là,
la session normale 2020 pour les PC. Allez, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.